Circuit court présente le monde emballant de Monsieur Bouteille. Nous voulons remercier nos partenaires Circuit court, Gauthier Emballage, Écurie B, Dégustation et animation de la rive, Chef Vincent, Encaval Live Session et GB Studio. Alors, bienvenue. Aujourd'hui, on reçoit un invité qui a une belle carrière devant lui de plus de 25 ans. En fait, c'est le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets. Alors, Karel Ménard. Salut, Karel. Oui, salut, Noël. Ma carrière est plutôt derrière moi, puis l'information, il faut la mettre à jour. Ça fait maintenant plus de 30 ans. Moi aussi, ça me surprend, mais ouais, non, c'est ça. Mais j'ai commencé très Je jeune. voulais pas te vieillir. Non, c'est ça. Moi, j'ai appris ça. J'ai réalisé ça dernièrement. Là, ça fait un choc. Là. 30 ans à la même place, là. Mais c'est tellement intéressant comme travail. Ben, en fait, j'ai envie de dire, tu as fait partie pratiquement de toutes les consultations, toutes les modifications, toutes les propositions qui ont été faites dans les 30-35 dernières années, au niveau, bien sûr, que ce soit au niveau des contenants, mais aussi au niveau du bac de recyclage, des points de municipalité. Donc, explique-nous un peu. Bref, ça a été quoi, jusqu'à présent, l'évolution de la consigne au Québec? Parce qu'aujourd'hui, vous savez, on va travailler beaucoup autour du sujet de la modernisation de la consigne au Québec. Oui, ben, la consigne, c'est un vaste sujet. Il y a depuis 150-200 ans, là, je ne sais pas exactement, mais il y a eu toujours une consigne privée sur la bouteille de bière. Parce qu'on ne faisait pas de bouteilles de vitre au Québec dans les années 1800. Donc, les compagnies, Molson principalement, importaient des bouteilles de l'Angleterre. Et comme ils voulaient vraiment faire de la bière, ils faisaient de la bière au Québec, à Montréal, ils voulaient conserver leurs bouteilles. Donc, ils ont mis une consigne pour que les gens rapportent leurs bouteilles. À l'époque, c'est comme ça que ça marchait pour l'ensemble de la boisson, de l'huile, peu importe. On mettait ça dans des cruchons en grès et on retournait au magasin, bon, ainsi de suite. Parce qu'on fabriquait pas autant de contenants qu'on en fabrique aujourd'hui. La consigne, c'est ça. Donc, il y a eu la consigne sur les bouteilles de bière il y a plusieurs centaines d'années. Et en 84, il y a eu une consigne qu'on appelle la consigne publique qui est arrivée au Québec, qui consistait à consigner les contenants de boissons gazeuses. Principalement parce que les producteurs de boissons gazeuses étaient passés de la bouteille en vide de 2 litres, les plus vieux s'en souviennent, là, moi j'ai un petit souvenir de ça, à des bouteilles de boissons gazeuses en plastique. En fait, on est passé de la bouteille réutilisable à la fin des années 70 à la bouteille, entre guillemets, là, recyclable. Au début des années 80. Remplissage unique. À remplissage unique. Ce qu'on appelle les CRM, remplissage multiple, au CRU, remplissage unique. Donc là, pour pas que les bouteilles, on les retrouve partout dans les parcs, dans les rues, parce que ce genre de boisson-là, on le buvait principalement à l'extérieur de la maison. Donc, on a mis une consigne, le gouvernement a mis une consigne de 5 sous à l'époque, en 84, sur les boissons gazeuses. Donc, pendant très longtemps, on a eu de la consigne à 5 sous sur les contenants de boissons gazeuses, là, et la consigne est 10 sous sur les bouteilles de vitre de bière. Et aussi sur les canettes d'aluminium, 5 sous pour boissons gazeuses et bière, à moins que ce soit une grosse canne de bière, là, c'était 20 sous. Ça, c'était à l'époque. Donc, la consigne n'a pas tellement changé au cours des ans, c'est-à-dire en 95-97, là, il y a eu une audience générique sur la gestion des matières résiduelles. En fait, techniquement, c'est la première commission d'enquête sur la gestion des déchets au Québec. C'est là où j'ai commencé, si on veut, ma carrière, ma fabuleuse carrière. C'était lors de cette commission-là, la commission Journaux. Moi, j'ai fait le tour du Québec là, en suivant la commission, puis j'ai appris énormément de choses, puis c'était super intéressant comme début de carrière, si on veut. À l'époque, c'était pas une carrière, c'était vraiment une passion. Non, c'était une job, simplement. Là. C'était vraiment un accident, l'environnement, pour moi. Mais c'était un bel accident, et puis la preuve, je suis encore là après toutes ces années. En fait, j'en profite justement pour dire que toi, tu as étudié, si je ne me trompe pas, là, en sciences politiques et en administration publique. Exact. Donc, tu dirigeais plus de ce côté-là. Oui. Éventuellement, donc, si je comprends bien, tu es arrivé comme un peu par hasard, puis tu t'es vraiment intéressé à ces sujets-là. Finalement, tu es devenu une référence avec le Front commun.
Oui, parce qu'effectivement, le Fonds commun me donnait beaucoup de liberté, mais on fait de la politique, on fait de l'administration, on change, on influence les modifications réglementaires, les lois, on rencontre des politiciens, on fait de la politique, nous même pas de la politique active, mais on arrive à faire en sorte que le législateur avance des lois, des règlements, et puis bon, les adopte, on contribue à ça. Donc, moi, je dis qu'au cours de ma carrière, si on veut, j'ai accompagné le gouvernement pour qu'il adopte des lois plus environnementales, plus écologiques au niveau de la gestion des déchets. Donc, c'est pour ça que je trouve ça passionnant comme travail. Puis en plus, on n'est pas toujours dans un bureau, on sort, on rencontre des gens. Des fois, on est appelé à être panéliste pour des événements, des choses comme ça. On fait des émissions, des podcasts avec des gens qui sont super intéressants. Donc, c'est un travail qui comble tous mes besoins, si on veut, puis en plus, je suis payé pour faire ça. Donc, c'est pas des gros salaires, mais je suis capable de vivre raisonnablement et je trouve que c'est tout à fait suffisant pour moi. Donc, c'est un choix de vie, un choix personnel. Et le soir, quand j'entre à la maison, je dors sur mes deux oreilles en disant que j'ai fait quelque chose qui, éventuellement, va être utile à la société. Donc, ça comble tous mes besoins, toutes mes aspirations à ce niveau-là. On revient à la consigne. Ces beaux messages, dans le fond, m'amènent finalement, Karel, à parler aujourd'hui de la modernisation de la consigne. Oui. On sait qu'en 2000, à peu près 18, si je ne me trompe pas, la CAQ avait annoncé pour la toute première fois le projet de loi qui allait moderniser le système de la consigne au Québec. Si je ne me trompe pas. Puis elle a été, bien entendu, entérinée dans les alentours de 2021-22. Hein? Oui, c'est ça. Mais en fait, en 2018, de mémoire, c'était une commission parlementaire sur principalement la consigne, mais surtout le verre, les bouteilles de vin, là, principalement. Donc, et la plupart des gens qui se sont présentés, c'était juste avant la COVID. Là. Moi, j'avais assisté à toutes les journées, toutes les séances de cette commission-là, qui était une commission, comment ça s'appelle, mais c'est une commission qui avait été, qui découlait pas d'une loi de règlement, mais c'était une commission qui avait été avancée par l'Assemblée nationale pour une question d'intérêt. À Québec, c'est ça. Et ensuite, c'était en 2020, c'était en janvier 2020, quand la CAQ était... elle était déjà au pouvoir, si je ne me trompe pas, en 2018, mais quand c'est le premier ministre Legault lui-même et le ministre de l'Environnement, en janvier 2020, ont annoncé que la consigne allait être modernisée. Et pour moi, ça a été probablement une grande surprise, parce que la CAQ n'avait pas nécessairement, dans son programme politique, avec strictement rien en environnement, et surtout pas sur la consigne, parce que tous les autres partis politiques, Parti québécois, Parti libéral, ils étaient pour, quand tu parlais avec les politiciens, ils étaient pour la consigne, mais dans les faits, c'était trop politiquement compliqué, touché, trop d'opposants. Mais en fait, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'opposants à la consigne. En fait, c'est principalement les producteurs. Parce que la consigne, il faut comprendre que c'est une façon de responsabiliser ceux qui mettent en marché des contenants de boissons, notamment la Société des alcools du Québec. C'est-à-dire, c'est plus de 230-40 millions de bouteilles de vin alcool qui sont consommées par année au Québec. Et les bouteilles de vin ne sont pas recyclées sous forme de bouteilles. Puis la plupart des bouteilles de vin en verre vont terminer leur vie dans le dépotoir, dans un lieu d'enfouissement technique, comme matériel de recouvrement. Donc, il y a un gros problème de gaspillage, alors qu'on a la plus grosse usine de l'Est de l'Amérique du Nord à Montréal pour fabriquer des bouteilles et de recycler du verre à Pointe-Saint-Charles, la compagnie Owens, pour ne pas la nommer. Elle doit s'approvisionner en contenants de verre de l'extérieur du Québec, de l'Ontario, des provinces maritimes, de la Nouvelle-Angleterre, là où il y a de la consigne, justement, parce que le verre dans le bac de récupération n'est pas propre pour le recyclage, parce qu'il y a trop de contamination, notamment avec certaines matières qu'on appelle des infusibles. Je ne veux pas rentrer dans ces détails-là, mais ça fait en sorte que lorsqu'on met une bouteille dans un bac de récupération, on est sûr qu'il ne sera pas recyclé sous forme de verre. Donc, on perd la bouteille à toute fin pratique. On en fait d'autres choses. On appelle ça du sous-cyclage ou downcycling en anglais, mais on n'en fait pas du verre. Oui, bien exactement. On en reparlera un petit peu plus tard, si tu veux bien, dans un point que j'ai concocté pour ça, parce que tu sais que j'ai été quand même impliqué là-dedans un petit peu au niveau du verre, donc du lavage, la circularité du verre. Oui. Donc, oui, j'ai quelques petits points là-dessus à discuter, et dont Owen Illinois, qui est un verrier à Montréal. Il y a des choses quand même que je sais, que je pourrais dire qui sont intéressantes sur le système, mais comme tu dis, les couleurs que Owen Illinois produit, mais on y reviendra tout à l'heure.
En fait, donc, en janvier 2022, le gouvernement du Québec, à l'époque, annonce donc que le règlement de moderniser le système, ça va passer. Oui. Et là, on annonce qu'il va y avoir une réforme et qu'il va y avoir une responsabilité élargie aux producteurs. Donc, ils appellent ça, entre guillemets, le REP. Ça, en fait, c'est une super nouvelle. On ne se le cachera pas. Tout à fait, oui. Par contre, je pense que je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, où ce que la CAQ, peut-être à l'époque, c'est peut-être un petit peu mis les pieds dans les plats, c'est que, oui, on proposait de la moderniser, mais en même temps, comment je pourrais dire ça? En mettant la responsabilité aux producteurs, ils savaient bien que les producteurs allaient prendre la balle au bon et allaient dire, ben, si c'est nous qui est responsable, c'est nous qui va le gérer et c'est nous qui va le mettre en place. Donc, comme tu viens de dire, à quelque part, le système de nomination de la QRCB, est-ce que pour toi, ça s'est fait dans les règles d'art pour qu'on en arrive à pas juste un conseil d'administration, bien entendu, mais une entité qui représente bien les producteurs au Québec? Ben, en fait, les membres de la QRCB, qui est l'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, là, ou Consigne Action, là, c'est son petit nom là, commercial qu'on utilise, ben, effectivement, ceux qui composent Consigne Action, ce sont des producteurs. Donc, historiquement, puis pour des raisons aussi financières, ce ne sont pas nécessairement des gens qui sont en faveur de la consigne. Donc, ils ont été un petit peu forcés, si on veut, d'appliquer, de mettre en pratique, si on veut, ce que tu as appelé la REP, la responsabilité élargie des producteurs. Donc, dès le départ, il y avait un petit peu de sable dans l'engrenage là, au niveau de la QRCB. Et nous, il y a eu les modifications, ou la loi ou le règlement, je ne me souviens plus c'était quoi exactement, ben, pardon, on a demandé à ce que les différents comités qui composent la QRCB incluent des gens qui sont out of the box, là, qui font pas partie des producteurs, justement, mais qui ont une expérience au niveau de la gestion des matières résiduelles, notamment au niveau de la consigne, pour justement avoir peut-être un autre point de vue. Parce que, et ça, malheureusement, ça n'a pas été adopté. Nous, on aurait aimé ça qu'un organisme qui travaille, nous ou un autre organisme compétent, soit membre d'un comité aviseur ou du conseil même d'administration de la QRCB pour pouvoir justement faire de la vigilance, pour dire la décision que vous prenez, c'est peut-être pas la bonne ou ça va peut-être pas dans la bonne direction pour telle ou telle raison. Donc, amener peut-être une voix. Moi, je suis 100% en faveur de la consigne. On a même créé Pro-Consigne Québec à la fin des années 2000, une coalition de 200-300 organisations, municipalités, syndicats et autres. Donc, je suis 100% pour la consigne, je suis 100% derrière la QRCB même s'il y a eu des ratés. Il y a des choses à améliorer, ça j'en suis tout à fait conscient, puis on a aussi dénoncé certains aspects de la QRCB, mais on veut que ça fonctionne. Et une des façons pour nous que ça fonctionne ou que ça aurait bien fonctionné, c'est justement avoir des gens peut-être de l'externe qui ne sont pas des producteurs de bouteilles ou des producteurs de canettes, qui soient justement dans les instances là, décisionnelles de la QRCB ou au moins qui puissent faire valoir leur position. Mais ça n'a pas été accepté. Donc, il y a eu beaucoup de ratés, puis il y en a encore des ratés. Puis moi, même moi, des fois, je me dis, tu sais, si on veut que la consigne connaisse des problèmes, ben on fait exactement ce qu'on voit des fois. Donc, des fois, je me dis, est-ce que c'est volontaire, ben, écoute, tel Karel, problème ou autre? Oui. Moi, depuis le départ, j'ai déposé donc un mémoire à l'Assemblée nationale à l'époque sous la plume de Véronique Chabot, qui a fait un travail exceptionnel pour proposer des très bonnes pistes de solutions, qui ne réinventaient pas la roue, hein, qui reprenaient même l'opinion de certains groupes ou certaines associations, justement, mais avait fait un résumé parfait. Est-ce qu'ils ont écouté les recommandations maintenant? Ça, c'est une autre chose. Est-ce qu'ils en ont pigé dans le sac et qu'ils en ont essayé d'en appliquer? Par contre, oui, ça, c'est bien. Mais par contre, comme tu dis, actuellement, à part si je regarde, là, dans le conseil d'administration, si on avait un point là-dessus, mais on pourrait peut-être l'intégrer en même temps. C'est qu'actuellement, le conseil d'administration, comme tu dis, fait partie des grands producteurs comme Coca-Cola, Pepsi, Keurig, Dr Pepper, la SAQ, Coulombe, Sleeman, les grands brasseurs, les Onaya, AgroPur. Donc, on parle de grandes corporations quand même qui font partie de, je pense, de la tête dirigeante un peu du système. Donc, le système a été, comme tu as dit, comme migré
si on peut expliquer un peu aux gens comment ça s'est passé, c'est que Consigne Action existait déjà à l'époque. Oui. Alors, Recyc Québec a dû mandater la QRCB de nommer un responsable un peu de la modernisation et de l'implantation, si je comprends bien. Ils ont donc sélectionné Consigne Action, qui existait déjà. Consigne Action, c'est une compagnie à but non lucratif, si je ne me trompe pas. Oui, effectivement, c'est comme au niveau de la collecte sélective, c'est comme Éco-entreprise Québec, qui est en fait un consortium d'entreprises, de producteurs qu'on appelle au niveau des contenants de boissons, là, pour ce qui est de Consigne Action, effectivement. Puis comme tu dis, elle existait avant, donc c'est rien de nouveau, c'est juste qu'on a officialisé, puis on l'a mandaté plus officiellement pour élargir la consigne. Et c'est maintenant aussi la QRCB qui reçoit l'argent de la consigne. Avant, c'était géré par Recyc Québec. La mécanique est un petit peu différente. Donc, la QRCB maintenant a beaucoup plus en fait, elle est responsable de tout, là, de l'implantation de la consigne, de la modernisation, des obligations réglementaires, là, comme à telle date, ça va être tel contenant qui va être consigné. La consigne va augmenter de 5 à 10. Donc, il y a plein d'aspects pour lesquels Consigne Action maintenant est responsable, dont aussi les points de dépôt. Donc ça, c'est un gros morceau aussi. OK. Bien, écoute, si je regarde ça sous toutes ses formes, je me rends compte finalement que dans les 40 dernières années, le système de consigne fonctionnait quand même d'une certaine façon. D'une certaine façon, on s'entend. Et il était géré à peu près par les mêmes personnes qui sont gérées maintenant actuellement dans la modernisation. Donc, en quoi ils peuvent réussir plus maintenant qu'avant? Ça, c'est la question que je poserais peut-être, puis qu'on n'est pas obligé d'y répondre tout de suite. Mais je dirais, c'est peut-être en effet ce qu'on aurait aimé voir en tant que citoyen ou producteur, c'est de voir qu'il implique donc des associations privées. Là, je vois que dans les noms qui ressortent, les seules compagnies externes, ça serait des compagnies comme Sobase, des compagnies comme ça. Bon, donc, à la base, est-ce que c'est un peu eux aussi qui ont fait qu'il y a eu des pressions au niveau des retours de contenants, peut-être même des retours de consignes à l'époque de l'annonce? Donc, qu'est-ce qui fait que maintenant, là, je fais un petit mélange, un petit topo, mais qu'est-ce qui fait que maintenant, ces gens-là sont peut-être les seuls à être sur le conseil, ou du moins qui font partie des gens qui vont conseiller finalement et qui vont recevoir des dividendes, si je comprends bien, puisque Consigne Action et les détaillants reçoivent donc des primes à la manutention pour recevoir les consignes. Oui, ben les détaillants, oui, effectivement. Mais en fait, parce qu'on considère que ce sont eux les responsables et non pas des organisations de la société civile là, qui sont responsables de la consigne. Donc, on veut vraiment responsabiliser les producteurs et les détaillants. Donc, on a dit à ces gens-là, mettez-vous ensemble, trouvez une solution. Vous avez un règlement à respecter. Voici le règlement, voici l'échéancier. Donc, allez-y. Mais c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de points d'achoppement parce que dans les années 2000 encore, c'était comme on a mentionné d'entrée de jeu, les boissons gazeuses, les contenants de bière, et c'était géré principalement par les détaillants. Les détaillants se plaignaient beaucoup de la consigne pour diverses raisons. Mais les vraies raisons, c'est surtout l'arrivée des bouteilles de bière de microbrasserie qui étaient des CRU. Donc, c'était pas ce qu'on appelle des CRM, là, les bouteilles standards là, de bière de 341 millilitres. C'était vraiment des bouteilles de différentes formes de bière brune qui étaient aussi souvent pas faites au Québec, mais qui étaient de différentes formes, donc différentes grosseurs, qui étaient difficiles à gérer pour des détaillants. Et ça, c'est tout à fait vrai. À un moment donné, je trouve qu'on a perdu tout ce qui était distribution de bouteilles de bière, contenant remplissage unique, contenant remplissage multiple, l'Association des brasseurs du Québec, Molson-Labatt, pour faire bref, ont réussi à faire en sorte de ne plus avoir d'objectif de réutilisation de bouteilles de bière. Donc, ils devaient faire leur possible. C'était pas comme ça que c'était dit dans l'entente, mais c'était à peu près ça. Donc, les contenants remplissage multiples, qui sont beaucoup mieux pour l'environnement, ont décliné beaucoup plus de contenants de bière de microbrasserie québécoise dans des bouteilles un peu bizarres qui étaient difficiles à gérer pour les détaillants. Et ça, j'en suis tout à fait conscient. Ils avaient raison à ce niveau-là. Et effectivement, les détaillants n'étaient pas non plus nécessairement construits à la base pour gérer le retour des contenants. Et surtout, avec un élargissement de la consigne, ça faisait plus de contenants à gérer. On va passer à terme à 5 milliards de contenants à gérer. Donc, on a quintuplé, si on veut, le nombre de contenants à peu près là,
en quelques années. Donc, les détaillants aussi, je les comprends, ça veut dire qu'ils veulent faire partie de la solution. Les détaillants ne s'opposent pas nécessairement à la consigne, mais ils s'opposent à la façon dont ils doivent eux-mêmes la gérer ou comment ça leur est imposé. Donc, et c'est pour ça là, que des fois, ça, comme j'ai dit, ça achoppe parce que des solutions proposées vont un petit peu à l'encontre. Là. Un détaillant est là pour vendre des biens de consommation, il n'est pas là pour gérer des contenants. Mais jusqu'à un certain point, ils ont aussi une responsabilité. En tout cas, écoute, Karel, je voulais te laisser aller là, sur le sujet, mais ce sujet-là, je le connais par cœur, puis ouais. je l'ai vécu. Puis non, les détaillants, en fait, n'avaient pas de prime à la manutention. Les grands brasseurs donnaient une prime à la manutention des contenants CRM aux détaillants, aux grandes bannières. Tandis que les microbrasseries, lorsqu'ils sont arrivés dans le marché, oui, achetaient un petit peu n'importe quel contenant différent, mais n'avaient pas les moyens de payer à cette époque-là une prime à la manutention, ce qui faisait que ça ne faisait pas plaisir, en effet, bien plus ça que de gérer des bouteilles en tant que telles. Et bien entendu, la faiblesse des microbrasseries, c'était leur réseau de récupération qui était déficient, qui n'était pas assez gros, assez nombreux pour aller ramasser rapidement la marchandise, en effet. Puis les grands brasseurs, eux, étaient pris pour ramasser donc ces contenants-là et avaient fait un deal avec les gouvernements et REC Québec à l'époque pour avoir un dédommagement de toute façon à ce niveau-là. Donc, je dirais que les détaillants, ils ont fait la pression quand ils ont vu l'élargissement de la consigne, mais finalement, lorsqu'ils se sont entendus dernièrement avec la prime à manutention qui a augmenté pour tous les contenants maintenant, parce que la QRCB, donc, s'assure de probablement remettre cette prime à la manutention-là, c'est drôle, les détaillants ont arrêté de bouder la consigne. Les grandes surfaces, du moins. Oui, donc, tout à fait. Je pense que c'était le nerf de la guerre, finalement. Là. Ben, ça faisait effectivement partie d'un des problèmes, c'est-à-dire l'arrivée des contenants, c'était de la bière, donc c'était pas de la consigne publique, c'était de la consigne privée, mais il y avait pas de... Et souvent, les détaillants n'acceptaient pas le retour de contenants de bière de microbrasserie parce qu'il y a personne qui voulait les prendre. Comme tu as dit, le réseau de collecte, si on veut, des bouteilles de microbrasserie n'était pas là. Donc, c'était pas la même chose pour les CRM, les bouteilles de bière réutilisables. Et ça semait la confusion aussi. C'était un peu c'était vraiment compliqué pour bien des gens. Et ça fait en sorte que la consigne... il y a eu vraiment beaucoup de consignes bashing, là, si on veut, à une certaine période. Et quand la CAQ a parlé de l'élargissement, c'était un petit peu, je ne veux pas dire pour faire le ménage, mais pour clarifier ça et surtout dire aux producteurs, là, arrêtez, là, vous êtes responsable des contenants que vous mettez en marché, incluant la SEQ, ce qui était un petit peu, je veux dire, étonnant parce que la SEQ a toujours été opposée à la consigne. Nous, on a passé 3 années en commission d'accès à l'information contre la SEQ qui bloquait l'accès à certains documents et on avait des relations qui étaient, je ne veux pas dire, c'était cordial, mais on avait du mal à communiquer avec la SEQ. Puis la SEQ avait beaucoup de désinformation dans les années 2010 sur la récupération des bouteilles de vin. Elle parlait d'un haut taux de récupération, oui, sauf que la récupération ne veut pas dire recyclage. Donc, des fois, ils jouaient avec les mots, ils jouaient avec les termes, et le fait que la consigne soit élargie et inclut la SEQ, qui en passant une instance gouvernementale là-dedans, ça responsabilise tout le monde. Maintenant, c'est au niveau de la mise en place, là, c'est-à-dire les points de dépôt, quel contenant va être consigné, quel contenant ne le sera pas. Puis il y a plein de détails aussi, comme le nombre de lieux de dépôt au Québec, la distance qui les sépare, la grosseur des magasins qui devraient être inclus dans la mise en place de lieux de dépôt. Là, ça devient peut-être un petit peu compliqué pour le commun des mortels et aussi peut-être pour les détaillants et jusqu'à un certain point pour la QRCB qui doit gérer avec tout ça. Donc, on est prompt à acheter la pierre à la QRCB, mais elle doit aussi conjuguer avec des entités qui s'opposent, en tout cas qui sont pas nécessairement contents de la façon dont ça se déroule pour plusieurs raisons. Puis à travers tout ça, il y a les citoyens qui chialent aussi jusqu'à un certain point. On voit beaucoup de citoyens qui disent « Ouais, mais les centres de dépôt sont loin, il n'y en a pas. » Il y en a même qui tiennent des podcasts aussi, qui font de la consigne bashing, là, littéralement en disant que le bac de récupération fait la job de toute façon. Puis pendant des années, on a dit que le bac, ne faisait pas la job. Ça veut dire c'est pas parce que tu récupères une bouteille de vin qu'elle va être recyclée. Donc, c'est du gaspillage, puis tu contamines les matières du bac et tu contamines le verre. C'est pour ça qu'il y a eu une commission parlementaire en 2018. C'est pour ça qu'il y a eu
une annonce faite en 2020, c'était pour on consomme des contenants, il faut s'assurer minimalement qu'on les recycle. Et là, ben, c'est le principe de la responsabilité élargie des producteurs qui a embarqué là-dessus. Comme pour les contenants, les imprimés et emballages du bac de récupération, maintenant, c'est aussi une REP là, qui gère ça. Les REP, c'est ce qui se passe à travers le monde. On en a plein au Québec, sur les fluos compacts, sur les piles domestiques, sur les produits électroniques. Donc, c'est pas nouveau pour la consigne, puis c'est vraiment, je pense, le moyen approprié. Oui, c'est pas parfait, mais c'est le moyen qu'il fallait mettre en place pour les contenants de boissons prêts à boire. Donc, l'eau, le jus, l'alcool, le vin. C'est vrai. Je suis d'accord avec toi là-dessus, sans aucun doute. Par contre, si on regarde au niveau de la composition et la représentativité, si on revient à la SAQ, est-ce qu'il y a une forme... La SAQ, c'est une société d'État. Et puis, la SAQ siège sur le conseil d'administration avec Mme Édith Filion, qui est la vice-présidente en chef des finances. Ouais. Est-ce qu'il y a une forme de conflit d'intérêts avec la SAQ et la responsabilité élargie aux producteurs privés, vu que c'est une compagnie à but non lucratif, mais privée? Ben, conflit d'intérêts, non. Des fois, il y a peut-être un mélange des genres, là, je dirais, parce qu'effectivement, la SAQ... pardon. La SAQ fait partie du gouvernement, relève du ministère des Finances, a l'obligation maintenant d'aller vers la consigne. Mais la SAQ, par exemple, a obtenu de ne pas accepter les contenants de boissons consignés dans ses succursales. Alors que peut-être la SAQ aurait pu faire partie de la collection des points de dépôt disponibles. De la solution. Ouais, oui. ou même peut-être que les bouteilles de vin, vu que lorsqu'on achète des bouteilles de vin, on n'a pas le choix d'aller à la SAQ, on retourne directement à la SAQ. Certaines SAQ, là, j'entends, pas des SAQ Express, mais exact. SAQ Dépôt ou autres, aller porter nos bouteilles de vin. Donc peut-être qu'on aurait pu avoir des points de consignation, des points de dépôt pour l'ensemble des contenants, bouteilles d'eau, canettes de bière, mais pour les bouteilles de verre, qui est aussi un matériau particulier, c'est-à-dire c'est lourd, c'est cassant. Au niveau de la manutention, c'est pas la même chose qu'une canette d'aluminium. Donc, et la SAQ est déjà habituée à gérer les bouteilles de verre. Donc, nous, on aurait peut-être souhaité que la SAQ fasse partie de la solution et devienne aussi des points de retour uniquement pour les bouteilles de verre. Mais le gouvernement a préféré simplifier la vie aux citoyens en disant on va avoir des lieux de dépôt pour tous les contenants. Donc, du moment qu'on va qu'on devient un lieu de dépôt, que ce soit un magasin en alimentation, il y en a encore plusieurs qui sont des lieux de dépôt, on peut aller porter tous les contenants qui sont consignés sans exception. Ben, Sauf que lorsque les bouteilles de vin vont être consignées en 2027, là, il va y avoir des détaillants en alimentation qui vont se retirer. Ils auront le droit de le faire. Ils vont devoir proposer un autre modèle de récupération, mais ça va aussi être un autre chambardement pour les habitudes du consommateur où ils ne pourront plus aller chez leur magasin en alimentation préférée porter leur contenant. Ils vont devoir aller ailleurs. Donc là, il risque d'avoir un backlash aussi, là, peut-être mais encore une mauvaise... Encore là, il y a des équipements qui se font en Europe, Karel, qui reprennent les bouteilles de verre, des genres de gobeuses qui ne brisent pas le verre avec des bacs qui vont scanner, qui vont rembourser la consigne. Maintenant, il y a tellement de belles technologies, puis le Québec n'épargne pas au lobby parce que finalement, c'est pas ce qui a été proposé vraiment, je trouve, dans les dernières années, dans l'amélioration du système de collecte. Non, moi, en tout cas, j'entends beaucoup de choses, là, mais ce que j'ai entendu dire, effectivement, ce qu'on a entrevoyé pour les détaillants en alimentation, il faut comprendre que les détaillants comme Maxi, IGA ou Métro, dépendamment du pied carré qu'ils ont, vont devoir être partie prenante justement du système de récupération. Pas nécessairement physiquement chez eux, mais ils vont pouvoir s'associer entre eux, les différentes bannières, et avoir un lieu de dépôt qu'ils gèrent à 3 ou à 4. Là. Et ça serait effectivement des annexes, donc des entités physiques à l'extérieur d'un bâtiment, avec ce que tu dis, là, des gobeuses ultra modernes ou ultra spécialisées qui récupèrent tous les contenants. Et effectivement, ça se fait en Europe, ça se fait... En fait, la plupart des pays ont la consigne, puis ça fonctionne super bien, sauf qu'ici au Québec, on est très réticents parce qu'il y a beaucoup d'opposition, mais ça se fait... C'est le système qui fonctionne le mieux sur la planète, la consigne. Ben, exact. Donc, point final. Mais pourquoi le gouvernement... On n'a pas accepté de mettre d'autres gens, d'autres entités, de la compétition, de l'innovation? Parce que de mémoire, moi, d'expérience, il y a des gens qui ont levé la main pour avoir plein de solutions pour justement rendre ça encore plus actif, plus rapide. Mais
ils ont tous été un peu refusés ou bloqués justement pour passer par la même entité qui est la QRCB, si je comprends bien, Consigne-Action. Là. Parce que c'est la QRCB qui décide. C'est-à-dire, le gouvernement a donné la responsabilité à la QRCB, et c'est la QRCB qui décide qui sont ses partenaires. Puis c'est des compagnies privées, donc la QRCB peut très bien décider, puis il n'y en a pas beaucoup de partenaires. Là. Ceux qui font la machinerie, ceux qui font les gobeuses, ceux qui font le tri, le transport, mais même la QRCB maintenant a fait l'acquisition des compagnies de transport. Mais effectivement, il y a des joueurs de l'extérieur de l'équipe de la QRCB qui ont des solutions, qui ont proposé des solutions, qui ont mis en place des solutions que j'ai physiquement visitées, qui fonctionnaient très bien, qui étaient acceptées par les consommateurs qui s'y rendaient, mais ce n'était pas accepté pour différentes raisons par la QRCB. Puis j'ai essayé de voir pourquoi. Ben, j'ai eu une pointe de non, une réponse une fin de non-recevoir en disant c'est la QRCB qui décide pour telle raison. Elle n'a pas nécessairement à se justifier pourquoi cette compagnie-là, qui est un peu un outsider, fasse partie, là, si on veut, de la grande famille de la QRCB au niveau des points de retour, notamment là, de la technologie. Donc ça, c'est la QRCB, c'est une compagnie privée qui travaille comme une compagnie privée qui a son propre agenda, puis elle, tout ce qu'elle doit faire, c'est faire en sorte que les objectifs du règlement soient atteints. Bon, ils ne sont pas toujours atteints, puis même là, ça a été reporté à plusieurs années, mais c'est ça. Ben écoute, c'est pas pour, au contraire, tu le sais, c'est pas pour bâcher sur ce sujet-là, mais on va le clore une fois pour toutes. Mais ça veut dire que la SAQ, si je reviens à ça, tantôt je regardais, donc, c'est un des plus grands détaillants de boissons au Québec, donc qui est sur le comité chargé de définir les règles, les obligations, les décisions opérationnelles du système auquel sa propre organisation est donc soumise dans le privé. Donc, selon le Code civil du Québec, juste de même, cette situation peut être considérée comme un conflit d'intérêts réel ou apparent. Parce qu'un administrateur doit déclarer tout intérêt ou se retirer des délibérations concernées et cette abstention doit être inscrite dans les procès-verbaux. Puis on n'en voit jamais de procès-verbaux à date. Est-ce que tu en as déjà vu un, toi? Non. Ben, ça, c'est une chose qu'on a reproché à la QRCB, c'est-à-dire, et je le redis parce que je l'ai déjà dit, c'est le manque de transparence. Et je trouve que c'est très dommage parce que dès le départ, il y a eu beaucoup de cafouillage lorsque la consigne a été élargie, c'est-à-dire on a mis sur le site de la QRCB les nombres de lieux de dépôt. Il y a un journaliste qui s'y est intéressé. Il y avait des lieux de dépôt à Ottawa. Il y avait des lieux de dépôt qui n'existaient pas, mais qui étaient inscrits sur la carte. Des magasins comme des Dollarama étaient des lieux de dépôt pour la consigne. Donc, le Casino de Montréal est un lieu de dépôt pour les contenants consignés. Donc, il y a eu un cafouillage. Donc, déjà, ça a très mal parti. Il y a aussi des choses qui sont ressorties dans les médias, comme par exemple des nouveaux centres de consignation. Les employés devaient transporter eux-mêmes l'argent, ce qui est extrêmement dangereux. Là, on s'entend, transporter de l'argent liquide, là, plusieurs milliers de dollars, pour rembourser les consignes dans les magasins de consignation. Donc, il y a plusieurs choses comme ça qui sont sorties. Et le fait, premièrement, qu'il n'y ait pas de outsider, comme si on veut, sur les comités de gestion, comités de suivi de la QRCB, pour peut-être pointer ça déjà, ça, c'est la raison pour laquelle on aurait aimé ça, que des gens qui ne sont pas des producteurs soient membres de ces comités de suivi ou comités de gestion, là, je ne sais plus comment on les appelle. Aussi, au niveau de la transparence, il y a très peu d'informations qui étaient communiquées aux gens pour retourner les contenants, pour plusieurs aspects. Là, aussi, il y a une mauvaise explication des lieux de dépôt, de retour de consignation. On parle qu'il devrait y en avoir 1200 à travers le Québec. Consignation, non, c'est 400, plus des lieux de dépôt gérés par des bannières en alimentation. Donc, il y a beaucoup de confusion, de mauvaise communication qui sont aussi, la preuve, même le gouvernement n'avait pas accès à de l'information de chez Consignation et il a mandaté, en tout cas, il a déclenché une enquête administrative sur la gestion interne de Consignation. Il n'en est pas ressorti grand-chose de ça parce que ça ciblait vraiment de la transmission d'informations entre le gouvernement et la QRCB, mais il y a beaucoup de gens qui auraient voulu que l'enquête aille un petit peu plus loin, justement, parce qu'il y avait beaucoup de questionnements. Bon, je ne suis pas là pour juger est-ce qu'on aurait dû aller plus loin l'enquête ou non, parce que je n'avais pas moi-même l'information. Mais bon, je fais confiance quand même au gouvernement qui a déclenché l'enquête, puis que bon, là, il est satisfait des résultats, puis j'imagine que ça va améliorer les choses. Je pense aussi que ça a été un sérieux avertissement pour l'organisation de la QRCB, puis son équipe de gestion pour dire, à partir de maintenant, là,
faites attention à ce que vous faites ou à ce que vous dites ou à la façon dont vous gérez. Mais on a entendu tellement de choses sur la gestion interne de la QRCB. Puis des fois, c'est peut-être souvent même, peut-être je dirais, c'est de la mauvaise information, c'est des fausses informations que des gens font circuler pour justement faire de la consigne bashing en disant cette entité-là ne fonctionne pas et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont politiques, qui sont aussi de nature économique. Donc, plus tu es transparent, comme pour une organisation comme pour la QRCB, moi je pense que plus elle se protège, plus elle se prémunit contre ces détracteurs qui vont sortir plein de fausses nouvelles dans les médias, alimenter des rumeurs à gauche et à droite. Donc c'est ça qu'ils ont eu du mal à gérer. Puis au lieu de justement s'ouvrir un petit peu plus, ils se sont refermés. Donc je pense que ça a été une erreur, je pense, de leur part. Combien il y a de SAQ, de succursales au Québec, d'après toi? Oh boy, c'est une bonne question. Je l'ai su, là, mais d'après moi, ça doit de... Moi non plus, excuse-moi, j'ai un blanc aussi, mais... ça doit être autour du millier de succursales. Là. Si tu inclus les comptoirs SAQ, tu peux peut-être dépasser les 1500 peut-être, mais là, il faudrait vérifier. Là, tu sais, je vais comme ça. Là. Eux, ils se plaignaient peut-être, en effet, qu'ils ne voulaient pas reprendre les contenants parce que, comme tu dis, il n'y avait pas les espaces disponibles. Ils n'étaient pas configurés ou faits pour justement accueillir un taux de retour élevé. Mais en même temps, c'est le gouvernement, comme on disait tantôt, puis c'est les citoyens, ultimement, qui décident, je crois. Est-ce qu'on pourrait pas plutôt investir dans les gobeuses de bouteilles par couleur, autant dans le CRU, CRM, dans des endroits, dans les stationnements, dans chacun de ces points-là, pour au moins, comme tu dis, reprendre uniquement le verre, tu sais, au minimum, comme tu dis, pour être ça rajouterait 1000 quelques points de dépôt supplémentaires au réseau, parce que là, je veux faire le topo si on repart du départ, c'est qu'avant la modernisation de la consigne, tout le monde avait l'obligation, que ce soit même les petits détaillants, les petits dépanneurs, de reprendre. Et là, aujourd'hui, en 2025, fin 2025, on arrive avec moins de points de dépôt, finalement, qu'avant. Fait qu'on a un peu comme régressé, même si le système est peut-être mieux fait, ou peut peut-être accueillir plus de contenants avec moins de points de dépôt, tant mieux. Mais je dirais... ça aiderait pas d'investir là-dedans au lieu d'investir dans des délais ultra longs, puis d'augmenter les délais tout le temps, pareil, pour l'implanter, parce que c'est ce qui arrive, c'est que finalement, il y a toujours des délais qui se font, puis des phases, puis des phases, puis des phases, puis donc des moyens, ils demandent des moyens et de l'aide de toute façon. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi, puis moi, je pense toujours que le verre devrait être... pardon, récupérer séparément parce que c'est une matière qui est différente en soi, que c'est enjeu au niveau du poids, au niveau de la manutention, au niveau de l'entreposage. Si ta gobeuse elle broie le verre, ça va faire des sacs qui sont lourds à transporter, donc il faut avoir des lifts là, pour les transporter, il faut avoir des palettes, il faut avoir de l'entreposage. C'est pas comme une canette d'aluminium. Là, donc, et les SEQ, je trouve que elles sont exclues un petit peu de ce système de récupération parce qu'elles n'ont pas le nombre de pieds carrés suffisant. Mais quand tu vas dans un magasin d'alimentation, l'espace et ça c'est quelqu'un qui me l'a dit, qui m'a fait réaliser ça, l'espace que le magasin utilise pour vendre des contenants de boissons, c'est une fraction de l'ensemble de son magasin où il vend peut-être des vêtements, de la viande, du canage et ainsi de suite. C'est une petite portion seulement où il vend des contenants de boissons, mais on prend le pied carré de l'ensemble du magasin pour dire vous êtes obligé de récupérer les contenants consignés, vous êtes obligé de faire partie des récupérateurs parce que vous avez le nombre de pieds carrés suffisant. Mais il y a peut-être un 5% ou 10% gros max qui servent seulement à vendre des contenants consignés, alors que la SEQ, c'est 100%. Donc, la SEQ a beaucoup plus de planchers, de surface de plancher où ils vendent des boissons qu'un IGA ou qu'un Maxi, par exemple, où c'est dans un coin du magasin où on vend de la bière et des boissons gazeuses et ainsi de suite. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose, je ne sais pas si c'est la pression que la SEQ a fait pour s'exclure en jouant avec les pieds carrés, mais en fait, il aurait fallu dire les pieds carrés où on vend des boissons. Donc là, peut-être exact. Là, peut-être que ça aurait changé le portrait un petit peu. Puis la SEQ, je pense, comme j'ai dit, elle est habituée à gérer des bouteilles, elle a l'équipement, elle a les lifts, elle a les camions. Et les gens aussi, c'est beaucoup plus, selon moi, simple à comprendre que aller porter mes bouteilles de vin ou d'alcool quand j'achète des bouteilles de vin et d'alcool, c'est logique.
S'il faut que je me déplace, comme moi je le fais, moi je me déplace à des points de consignation plus parce que je récupère mes contenants puis je me déplace quand ça vaut la peine. C'est des systèmes en vrac. Mais si je dois accumuler aussi mes bouteilles de verre, ça va devenir compliqué personnellement au niveau de la gestion. Puis je me dis, pour d'autres personnes qui vivent en appartement, ça peut être compliqué aussi de gérer des bouteilles de verre qui sont lourdes, qu'il faut transporter. Surtout si en 2027, on ajoute aussi les contenants multicouches ou les contenants de carton comme les pintes de lait ou les jus Oasis, là, pour ne pas les nommer là, les contenants aseptiques, là, les tétrapacks, là, pour que les gens comprennent. Donc ça, c'est de 100 millilitres. Donc les petits berlingots que vous donnez à vos enfants pour les lunchs, ça va être dissous de consignes. Ça va être beaucoup de gestion de contenants chez les citoyens, dans les résidences, dans les appartements surtout. Ça, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Et tu parlais des reports et des reports. L'élargissement de la consigne aux bouteilles de vin, puis aux bouteilles de verre, en fait, et aux contenants multicouches, contenants de carton, contenants aseptiques, ça va être après les élections provinciales. Il va y avoir énormément de pression, selon moi aussi, envers le nouveau gouvernement, quel qu'il soit, là, peu importe le parti, pour dire on ne peut pas consigner les bouteilles de vin, on peut pas, faut retarder, faut annuler cette décision-là parce que maintenant la collecte sélective s'est beaucoup améliorée. On devrait plutôt conserver on est des super bons consommateurs de boissons au Québec. Écoute, les SAQ sont partout, dans toutes les municipalités. C'est quasiment un endroit privilégié ou de prédilection pour chacun des Québécois dans chacune des petites municipalités du Québec. Ils pourraient faire partie, comme tu dis, de la solution. Absolument. Puis là, je reviens un peu à tantôt parce que tu vois, pareil, que ça m'allume. Là, j'improvise un peu avec toi là-dessus. C'est que finalement, je me rends compte que la SAQ, vu que c'est le gouvernement, c'est peut-être la pression qu'elle a exactement des Sobeys puis des grandes compagnies, des grandes corporations bannières qui vont recevoir une prime à la manutention sur 5 millions de consignes qui peuvent revenir. Donc, en passant, le potentiel financier est énorme. Si cette prime à la manutention-là migre en majorité vers des SAQ, donc le gouvernement, ça veut dire qu'on pourrait se rembourser nous-mêmes notre consigne. Tu sais, la prime à manutention, ça allait dans les poches de notre propre système. Finalement, je me rends compte, ça serait encore mieux. Mais finalement, s'ils ferment les yeux là-dessus, plus j'y pense, ils ne sont pas niaiseux à temps plein et c'est des gens compétents. C'est que finalement, ils ont fait un accommodement avec quelqu'un sûrement quelque part pour que cette prime à manutention-là ne se ramasse pas dans les poches du gouvernement, de eux-mêmes, finalement. Mais ils font partie du système. Là, je parle puis je fais juste comme, on dirait que ton expertise puis le langage qu'on a depuis tantôt fait que je pense à ça. Ça fait que finalement, je me rends compte, ça serait vraiment comme... Il faut vraiment qu'ils y pensent. On n'est pas là pour aujourd'hui pour juger personne, mais en même temps, il faut vraiment qu'ils commencent à penser à inclure la société d'État là-dedans, puis comment faire un partage équitable des revenus avec le privé. Ça va être à eux de le trouver. Mais il y a une possibilité, il y a une solution à tout. Absolument, puis il y a des choses qu'on oublie. Ça veut dire actuellement, on paye un éco-frais, entre guillemets, sur les bouteilles de vin qu'on achète parce que la SAQ doit contribuer aussi actuellement à la collecte sélective municipale parce qu'on doit toujours mettre les bouteilles de vin dans le bac de récupération. Donc, en tant que consommateur, lorsque j'achète une bouteille de vin, j'ai environ 10 sous que je paye pour financer ce système-là. Et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire, on dit que la consigne coûte cher. La consigne ne coûte rien. Si tu rapportes tes contenants, ça te coûte zéro. Puis la ristourne ou l'argent qu'on donne aux détaillants, là, le pourcentage pour la manutention, c'est payé à même les contenants consignés qui ne sont pas retournés parce qu'il y en a qui les mettent dans le bac et ainsi de suite. Donc, la consigne se perd. Donc, c'est de l'argent en plus que la QRCB a dans ses poches. Donc, la QRCB fait de l'argent avec ça. Quand on parle de milliards de contenants à 10 sous, ça commence à faire beaucoup de sous en bout de ligne. Mais la SAQ, c'est aussi, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question aussi elle fait partie du gouvernement. Le gouvernement a aussi des obligations environnementales. Dire la consigne. Des responsabilités, aussi, des responsabilités, effectivement. Donc, la SAQ, comme on dit toujours, devrait faire partie de la solution et non pas être des freins ou trouver des mécanismes. Peut-être la SAQ devrait simplement ne pas recevoir la fameuse ristourne. Peut-être que ça pourrait être discuté aussi comme ça. De toute façon, la SAQ ne chargera plus le 10 sous d'éco-frais aux clients. Peut-être ça pourrait compenser la non-ristourne ou la ristourne qu'ils n'auraient pas, qu'on laisserait ça aux détaillants peut-être. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à nous à ce niveau-là. Ça veut dire la SAQ pourrait même faire de l'argent. Aussi, quelque chose qu'on oublie, c'est que la consigne, la SAQ, on pourrait porter des bouteilles, soit dans des gobeuses qui conservent les bouteilles en tant que telles. Tout existe au niveau de gobeuses, là, des machines
qui reprennent les contenants. Mais la SEQ aussi, en fait, au Québec, à peu près le tiers des bouteilles qu'on consomme, les bouteilles de verre, c'est des bouteilles réutilisables, les bouteilles de vin, là, qui sont embouteillées ici. Là, maintenant, le vin, de plus en plus, c'est du vin qui est importé par conteneur par bateau, qui sont embouteillés par quelques compagnies autour de Montréal et qu'on met sur le marché. La plupart, en fait, tout le vin qu'on achète en dépanneur ou en magasin d'alimentation, c'est embouteillé au Québec. La plupart du vin avec un bouchon qui se dévisse, c'est du vin qui est embouteillé au Québec. Du vin européen, du vin argentin, du vin chilien, mais embouteillé au Québec qu'on importe. Ah, c'est incroyable. Le volume a augmenté énormément, oui, et en souvent, effet, embouteillé au Québec. On nous a amené pendant longtemps sur des fausses pistes en disant qu'on ne peut pas retourner les bouteilles de vin à Bordeaux, au Chili, ainsi de suite. Non, on récupère le verre, les bouteilles de verre, premièrement, pour le recycler, donc pour le faire fondre et refaire des bouteilles avec. Ensuite, lorsque le vin est embouteillé, parce que pour réutiliser une bouteille, il faut que l'embouteillage se fasse localement. C'est bien évident qu'on ne va pas retourner des bouteilles de vin en Europe pour la réutilisation. Moi, je me souviens, en commission parlementaire, il y avait un président de la SEQ qui avait dit ça. Ah, ben ceux qui pensent ça, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font parce qu'on ne peut pas retourner des bouteilles à Bordeaux. C'était vraiment malhonnête et de mauvaise foi. Parce que pour que la bouteille soit réemployée et réutilisée, il faut que l'embouteillage se fasse localement. Non, c'est ça. Ça prend un circuit court. Ça prend une boucle courte. Exactement. Et au Québec, on pourrait développer ça. Et c'est beaucoup plus payant sur le plan monétaire. C'est beaucoup mieux sur le plan environnemental. Mais encore là, c'est toujours la solution de la facilité. Ultimement, on met ça dans le bac, puis hop, on s'en lave les mains. Là, c'est la consigne, c'est un peu plus compliqué parce que là, il faut gérer nos propres contenants, puis de la bonne façon. Mais si on gère du réemploi, ça peut être plus compliqué. Mais ultimement, c'est ce qui se passe de plus en plus à travers le monde parce que, on va vers une surutilisation, en fait, on est même déjà dedans, une surutilisation des ressources. On manque même de sable à travers le monde. Le sable, on fait du verre avec. Et au Québec, on gaspille vraiment des ressources. On gaspille du verre, on le recycle à peine. Et c'est ça qu'il faut changer. Là. On est en 2025, là. On n'est plus dans les années 40-50 où sky was the limit. Là. On se rend compte des limites, justement, maintenant, des limites planétaires. Exact. Et on a les outils qu'il faut développer, mais il y a toujours des réticences parce que ça coûte plus cher, parce que ci, parce que ça, parce que, en fait, c'est parce qu'on ne veut pas être responsable des contenants qu'on met en marché. Et voilà. Mais j'en profite justement pour dire aux auditeurs que M. Bouteille, le podcast, va régulièrement parler de sujets comme ça et on va revenir sur ces sujets-là. Peut-être même que ça sera Karel qui sera avec nous à ce moment-là, mais on va revenir sur des sujets exacts, sur le verrier au Québec, au Canada, comment ils font pour avoir leur matière, parce que vous savez, le verre, on peut mettre un très haut taux de matière recyclée qu'on appelle en anglais du collets. Mais au Québec ou au Canada, le fait que le recyclage n'est pas nécessairement hyper bien fait au niveau de la collecte sélective, souvent les verriers manquent de verre pour pouvoir mettre un pourcentage qu'ils aimeraient vraiment en mettre. Puis ça, il y a des solutions à ça. Puis on va en parler à M. Bouteille, vous allez voir. Et puis vous allez voir aussi pourquoi, Karel, tantôt on a parlé tout à l'heure, que nos verriers au Québec, maintenant, et au Canada, oui, de prédilection, on en reparlera plus tard, ne font plus maintenant depuis quelques années. C'est une décision, puis je la comprends maintenant. Karel, je ne sais pas ce que tu en penses là-dessus, mais on en reviendra éventuellement au pire. Mais c'est que, oui, au Canada, ne fait plus de bouteilles vertes antiques, donc de couleur verte, comme la plupart des bouteilles de vin. Et c'est corporativement louable, Karel, parce que, oui, au Québec, les bouteilles consignées, puis au Canada surtout, c'est les bouteilles brunes. Les bouteilles ambrées de bière, de boissons. Et les bouteilles claires, moi, personnellement, j'y crois beaucoup aux bouteilles claires parce qu'il y a un gros volume. C'est les deux bouteilles de couleur qu'ils produisent maintenant à Montréal et à Toronto majoritairement. Donc, la bouteille ambrée et la bouteille claire, Flint. Tandis qu'avant, il y a quelques années, Karel, il faisait des bouteilles vertes antiques, vertes pommes, bleues, cobalt. Mais ça se ramassait, comme tu dis, contaminé. Nos points de dépôt, notre collecte sélective. Alors, ça a été, moi, je pense, un beau geste de leur part d'arrêter de produire la bouteille qui ne peuvent pas recycler comme il faut, de toute façon, ou avoir la matière pour ne pas contaminer leur collette. Donc, c'est une décision business. Ils ont créé des moules en 2020. Oui, a créé en 2022 ou 2023 le moule
pareil, les bouteilles de vin qu'on voit là, produites au Québec, 750 ml bordelaise, exemple, dans une couleur qui appelle cannelle, ce qui veut dire un mélange d'ambré, justement, pour le proposer aux producteurs embouteilleurs de vin au Québec qui a un gros volume, pour dire c'est ça qu'on veut vous produire maintenant parce que c'est avec ça qu'on va pouvoir, avec le nouveau système en place, pouvoir mettre plus de call-it dedans, de matière recyclable dans notre bouteille. Puis bien sûr, il y a eu quelques producteurs qui ont dit oui, c'est super, puis il y en a qui ont dit le décorum, puis la bouteille verte antique, puis tu sais. Fait que, mais actuellement, ça se fait, autrement dit, puis il y a une certaine stratégie, je crois, de leur part. On en reparlera dans les prochaines chroniques, si tu le veux bien. Aujourd'hui, c'était vraiment le sujet plutôt de la consigne que je voulais faire le tour. Mais pour terminer, Karel, tu sais, si on revient un petit peu, parce qu'on a parti un peu de tous les côtés, c'est que finalement, la modernisation, elle est vraiment installée. Oui. Elle est à la phase numéro 2 avec les bouteilles de plastique qu'on a dit un petit peu tout à l'heure. Et là, il va rester la phase numéro 3 d'ici 2027, qui intégrait en effet donc les bouteilles de vin et les autres contenants Tetra Pak et compagnie. Oui. Donc, est-ce que tu crois qu'il peut y avoir encore des délais ou tu crois que justement, vu qu'il va y avoir une pression politique avec des élections et tout, que le nouveau gouvernement en place, qu'il soit le même ou des nouveaux, vont être en mesure là, de clarifier la situation et passer à d'autres choses et d'aller vers vraiment le futur et non le passé? En fait, si le prochain gouvernement ne va pas de l'avant avec la consigne sur les bouteilles de verre, je pense que ça serait une très, très grave erreur. C'est-à-dire, on ne peut pas ne pas consigner les bouteilles de vin. C'est comme si on reculait 40 ans en arrière. Quand l'annonce a été faite en 2020, moi, j'ai acheté une bouteille de champagne, là, du vrai champagne, j'ai payé le prix. Elle est dans mon bureau, dans un tiroir d'un meuble ici. J'attends, je demande que ça d'ouvrir. Donc, pour ensuite la mettre dans une gobeuse pour qu'elle soit recyclée. Mais ça fait 5 ans qu'elle est dans mon tiroir ici. Je suis comme Saint-Thomas, hein, j'attends. Est-ce que les choses peuvent changer? D'après moi, tout est possible. Tout est possible, mais ça serait une grave, grave erreur. Et je sais que les lobbies anti-consignes sont extrêmement actifs, extrêmement omniprésents. C'est comme une pieuvre avec des tentacules. Ils sont partout, hein. C'est-à-dire les détaillants à gauche et à droite au Québec, les producteurs, les embouteilleurs. Ils font encore un lobby en disant que la consigne est plus nécessaire et ainsi de suite. Donc, au moins, on a eu les bouteilles d'eau. Ça, c'est un gros morceau aussi. Les contenants d'aluminium, ce qu'on appelle similaires, là, les canettes de Perrier et ainsi de suite. Mais les contenants de verre, notamment les bouteilles de vin et d'alcool, là, c'est absolument nécessaire de les consigner. Donc ça, moi, j'en demande pas. C'est incroyable. Hein? En fait, nous, on a milité pour l'élargissement de la consigne. Déjà, quand j'ai commencé en 95, on a collaboré. En fait, on a été mandaté par le syndicat des employés de magasins de bureaux de la SEQ pour faire leur mémoire. Donc, déjà, on avait développé l'expertise à cette époque-là. Là, je te parle d'il y a 30 et quelques années sur la consigne des bouteilles de vin. Puis, avec Pro Consigne Québec, qu'on a fondé en 2008-2009, quelque chose comme ça, qui a existé pendant 4 ans parce que les choses n'avançaient pas. Puis, bon, finalement, on est passé à autre chose. Mais on a maintenu la consigne en vie parce qu'à l'époque, déjà, dans les années 2000, il y avait une commission parlementaire, une autre, qui disait que la consigne pouvait disparaître si les taux de récupération étaient élevés, puis si la consigne descendait, bon, ainsi de suite. Donc là, il y a eu beaucoup de pression, justement, pour que la consigne disparaisse. Donc, c'est pour ça qu'on avait fondé Pro Consigne Québec, notamment avec les brasseurs du Québec qui étaient avec nous, l'Association de l'aluminium du Canada, et ainsi de suite, parce qu'ils voulaient justement avoir beaucoup plus d'aluminium ou de bouteilles de bière qui reviennent dans leur circuit justement d'embouteillage ou de recyclage. Dans leur parc de bouteilles, en effet, à contenant à remplissage multiple. Exactement. Puis il y avait plusieurs municipalités qui étaient membres aussi, comme Québec, qui, eux, ont un incinérateur qui, le verre, pour eux, est un problème parce que le verre va à l'incinérateur, c'est le verre qu'on retrouve dans les poubelles, et ça reste dans les mâches-fer, ça fond, le verre ne brûle pas. Donc, ça causait un problème au niveau de la gestion de l'incinérateur. Donc, Québec était en faveur de la consigne sur les bouteilles de vin, mais les lobbies étaient vraiment, vraiment puissants. Éco-entreprises, en fait, nous, on avait calculé que sur 10 ans, c'était plus de 100 millions de dollars qui avaient été dépensés dans des stratégies anti-consigne, notamment anti-consigne bouteilles de vin.
des projets pilotes, des achats d'équipements pour les centres de tri, et ainsi de suite. Tu sais, on a... Ah, c'est fou. C'est fou. Puis en passant, Karel, juste pour ton info, je voulais pas t'arrêter, mais Ouais. en plus, moi, je le vois, c'est évident, les gens le voient pas, mais moi, je le vois vu que je suis dans le secteur beaucoup. C'est que quand tu as une nouvelle, mettons, pour la consigne dans la presse ou Le Devoir ou le Journal de Montréal, le lendemain matin, pas plus tard, tu as l'anti-consigne qui sort avec un article et qui se chevauche comme ça constamment depuis 3 ou 4 ans. Moi, je le vois maintenant. Je sais que les gens ne le voient pas, mais ça me fait rire à toutes les fois. Je vois vraiment une réplique constante entre les deux parties oui, c'est sur ça. ces Puis sujets. ou la SEQ qui sort des... Tu sais, nous, on avait été justement en commission à l'accès à l'information. Le document était rendu public par un journaliste le 23 décembre, c'est-à-dire une très, très mauvaise période. Donc, on n'a pas rien pu faire avec ça. Mais quelques temps après, il y a une étude de la SEQ qui a dit que la consigne, ça n'allait pas coûter tant, ça va coûter $1,5 milliard. Donc, ça a fait peur à bien du monde. 500 millions de dollars pour installer une consigne. Mais quand tu lis le document de la SEQ, tu te rends compte que finalement, c'était que des nouveaux bâtiments à la fine pointe de la technologie, pratiquement des portes avec de l'or dessus. Donc, c'est sûr que des études comme ça, tu peux leur faire dire n'importe quoi. Exact. Là, à l'époque, tu avais Éco-entreprise Québec qui est arrivé en disant « Oups, la consigne, c'est pas la solution. Nous, on a une nouvelle technologie pour les bouteilles de verre, une technologie qui vient en Angleterre. » Donc, pendant plusieurs mois, sinon années, 1 ou 2 ans, il y a eu ce projet-là qui a été mis en place. Et puis moi, dans ma tête, c'était juste pour gagner du temps parce qu'il y avait des élections qui s'en venaient. Puis c'est exactement ça qui est arrivé. Éco-entreprise Québec, Karel, entre moi et toi, c'était un organisme à but non lucratif, mais géré par les grandes corporations aussi. Et beaucoup d'embouteilleurs, c'est-à-dire les embouteilleurs d'eau. La SEQ était membre de... Et la SEQ, historiquement, avant Éco-entreprise Québec, c'était Collecte sélective Québec, c'est-à-dire pour les vieux de la vieille qui s'en souviennent. Le plus gros bailleur de fonds pendant des années, ça a été la SEQ. Parce que la SEQ a tout fait pour ne pas que ces bouteilles soient consignées. Donc, elle préférait financer des bacs de récupération pour les municipalités pour que les gens puissent mettre leurs bouteilles de vin et que la SEQ, comme ça, s'en lave les mains. Et jusqu'à ces dernières années, en fait jusqu'en 2020 où on a annoncé une modernisation, mais la SEQ a été très, très, très proactive anti-consigne. Ils ont financé des chaires de recherche avec l'Université de Sherbrooke pour trouver d'autres utilités au verre, utilités dont moi je cherche toujours les résultats. Là. On en parle beaucoup, mais on ne le voit jamais. On ne parle jamais des coûts de cette transformation du verre, qui l'achète, et ainsi de suite. Pourtant, ça a toujours été présenté comme étant la panacée. Donc, il y a beaucoup d'écrans de fumée de la part de la SEQ. En tout cas, il y avait beaucoup d'écrans de fumée. Il faut que je fasse attention à ce que je dis. D'écrans de fumée pour dire la consigne n'est pas nécessaire. Et puis... puis le réemploi, ça m'amène justement au dernier point. C'est un autre débat, là. Là, le Québec, c'est ça, on n'a plus beaucoup de temps devant nous, mais je dirais, le Québec était un fer de bataille, était vraiment une référence dans le contenant à remplissage multiple, lavable, remise en marché, gestion d'un parc, gestion d'une flotte, pouvoir redonner une matière pure au verrier conditionnable pour pouvoir refaire à vitam aeternam. Je le dis souvent au monde. Le monde, ils disent « Ah, c'est quoi ces idées-là de grandeur? » tout ça. Mais la réalité, c'est qu'une bouteille de verre peut être lavée entre 20 et 35 fois. Puis ça, c'est moi qui vous le dis, parce que mes bouteilles de microbrasserie qu'on lavait chez le Maître Emballage Durable à l'époque, j'ai lavé des bouteilles jusqu'à 45-50 fois facilement avec tout le système de collecte sélective, de transport, de froid, de chaud. Puis ce qui était beau de ça, Karel, c'est quand la bouteille était en fin de vie, ça veut dire qu'elle était rejetée par les caméras des systèmes d'inspection ou whatever parce qu'elle avait une fissure, une micro-fissure, était trop scoffée, qu'on dit en anglais, donc trop graffinée. Elle n'était pas jolie, c'est ça. Ouais. Exactement. Elle était rejetée. Puis là, elle tombait dans un bac de conditionnement qu'on redonnait à des conditionneurs et que ces conditionneurs-là prenaient une matière 100% de la même couleur. Ça veut dire, exemple, on avait des bouteilles ambrées. Donc, on avait... Puis c'est encore comme ça à l'usine probablement de Saint-Bruno du groupe en question. Puis je dirais, ils reprennent des bouteilles pures. Le verrier est en amour avec le système parce que c'est une belle matière qu'il reçoit. Il peut refaire de quoi d'extrêmement beau. Tandis que, comme tu disais tantôt, des fois, ce qui arrivait du bac de recyclage, le peu qui était pas contaminé, qu'il pouvait garder finalement, et ne suffit pas
à la demande du verrier pour que ça soit vraiment une boucle à circuit court, comme tu dis. Là. Puis ils en voulaient pas. Moi, à l'époque, on travaillait avec... on avait des relations avec OI, Owens-Illinois, à Montréal, puis le directeur me dit on n'en veut pas. Ils ont essayé d'avoir du bac du verre de la collectivité municipale, mais contaminé. C'est contaminé. Donc lui, c'était une question de survie de son entreprise. C'est comme si tu laisses rentrer un virus dans ton poulailler, là, c'est-à-dire non, donc il fallait qu'il fasse vraiment attention, là. Pour faire comprendre aux gens, dans le fond, c'est que, oui, dans le fond, on a besoin de callettes, de matière recyclable. Puis comme Karel dit, c'est que le bac de recyclage, les Québécois, là, c'est pas méchant, mais on a toujours mal compris le bac. Puis Karel l'explique très, très bien depuis le début de tous les temps, depuis le début. C'est que on met n'importe quoi dans le bac de recyclage, ce qui fait que le verrier, lorsqu'il a besoin de la matière, le conditionneur, cette matière-là est contaminée soit par... on pourrait le dire, là, ce qu'on appelle les infusibles, c'est-à-dire la céramique, la brique, exactement, la vaisselle, la porcelaine. Donc, c'est des matières qui, même les meilleures technologies, là, c'est-à-dire les projets pilotes, c'était supposément les meilleures technologies, n'arrivaient pas à extraire, si on veut, les infusibles. Les infusibles, c'est ce qui est perçu par la machinerie, les lecteurs optiques comme étant du verre. Mais c'est pas du verre. Le point de fusion, c'est pas le même, c'est beaucoup plus élevé. Donc, lorsqu'on envoie du verre, mais avec une petite partie d'infusible, le verre ne peut pas être refondu parce qu'il va y avoir des impuretés, la bouteille va exploser ou se fissurer, et ainsi de suite. Donc, les fameuses études en question, volontairement, parlaient d'un degré de pureté à 99,9%, mais disaient ouvertement qu'ils n'avaient pas inclus les infusibles dans les impuretés parce que l'étude n'a marché plus, là, finalement. Donc, tu sais, même les études qu'on nous a proposées ou présentées étaient en fait, jusqu'à un certain point, bidons, là, c'est-à-dire n'étaient pas scientifiques, là, parce que si tu enlèves vraiment, si tu ne calcules pas ou ne veux pas calculer les matières problématiques, c'est sûr que tu enlèves les problèmes aussi. Mais ça fait en sorte qu'on a gagné du temps, puis qu'on a retardé la consigne, puis ainsi de suite. Exactement. Sauf que là, quand la CAQ est arrivée, moi, ça a été une drôle de surprise parce que je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et puis, c'est une excellente chose. Et la CAQ, c'était... Quand la CAQ, le gouvernement actuel, parle de ces mesures environnementales qu'il a prises lors de ses 2 derniers mandats, la consigne revient toujours en haut de la liste. C'est-à-dire, c'est toujours la consigne qui propulse la CAQ sur le plan de l'environnement. Exactement. Parce que, effectivement, c'est une bonne mesure, puis on les appuie là-dedans, puis on va toujours les appuyer. Exact. Mais je les invite, pareil, en finissant, à revenir au CRM un peu et à trouver une place dans la chaîne des valeurs au CRM, au contenant remplissage multiple. Parce que, juste comme ça, là, peut-être 4-5 ans, ils se lavaient encore au Québec, avec les grands brasseurs, tout probablement au-dessus de 500 à 700 millions de bouteilles par année qui étaient dans un parc. Et actuellement, on doit être aux alentours de 100 millions par année, même pas. Tout va dépendre de comment on récupère les bouteilles de verre en 2027. Dans la prochaine phase. C'est ça. Donc, il faut vraiment avoir des équipements qui acceptent les contenants en verre, mais dans leur forme, là, pour pas que ça soit brisé. Puis moi, je dirais ultimement, parce que le verre demeure un problème, même les pots de cornichons en verre, si on le met dans le bac, ça va causer un problème. Donc, on devrait même les retirer et, si possible, les récupérer avec les bouteilles de verre, même s'il n'y a pas de consigne dessus, mais s'assurer que les contenants de verre soient détournés du bac de récupération. Comme il existe au Québec plus d'une centaine de lieux de dépôt par rapport volontaire dans plusieurs municipalités où on peut rapporter des pots de confiture, des pots de cornichons en vitre. Exactement. Dans un bac qui est dédié, un gros contenant qui est dédié dans certaines municipalités. J'ai un sujet pour finir avec toi. Dans le fond, c'est juste pour lancer des fleurs un petit peu pour les fois qu'on le fait. L'annonce de InBev Labatt à Montréal qui, à la fin 2025, début 2026, du moins, grosso modo, vont mettre en marché, ont fait une annonce majeure en disant que la bouteille Corona, que les gens ne savent pas, mais la Corona au Québec, c'est la bière la plus vendue en unité et de loin sur la deuxième même vendue au Québec. Donc, les gens qui disent que c'est juste de la canne, en fait, la bouteille la plus vendue, c'est une bouteille de verre. Donc, excuse-moi, je dis la bouteille, mais le contenant le plus vendu dans la bière, c'est la Corona. Et la bonne nouvelle, c'est que InBev Labatt annonce la mise en marché de la bouteille à remplissage multiple clair de Corona. Puis elle est embouteillée à Montréal, donc... Exactement. Circuit court encore, mais encore là, quand l'annonce a été faite, il y en a qui
ont critiqué en disant qu'ils n'étaient pas prêts à voir ça, que ça allait être compliqué au niveau de la manutention. Tu sais, il y a toujours cet aspect-là. C'est-à-dire, moi, je pense que c'est une excellente nouvelle. J'ai été interpellé par les médias, puis j'ai dit, tu sais, on répare un peu les erreurs qu'on a faites au cours des dernières années au niveau des conteneurs en remplissage multiple. Bravo pour la Corona. Puis on espère que d'autres vont suivre ce modèle-là, et notamment les bouteilles de vin qui sont embouteillées ici. On pourrait refaire des bouteilles beaucoup plus solides, là, qui sont propices au réemploi, plutôt que des bouteilles... tu sais, la SAQ va vers des bouteilles plus légères parce que c'est moins lourd, donc on économise des gaz à effet de serre. Mais je pense que cette façon de présenter une bouteille plus légère comme étant plus écologique, pour moi, c'est une erreur. On devrait présenter des bouteilles plus solides, plus lourdes, mais réutilisables. Oui, en fait, j'ai un point là-dessus. Oui. C'est que les importations de bouteilles qui viennent de l'Europe ou d'ailleurs dans le monde, il faut qu'ils travaillent, comme tu dis, pour les effets de serre, puis le transport, les coûts et tout. Il faut qu'ils travaillent à mettre en place une bouteille légère écologique. OK? Mm-hmm. Avec un gramme weight qu'ils ont mis en place actuellement. Ça, c'est une exigence qu'ils font aussi aux verriers internationaux, aux vignobles internationaux. OK? Par contre, tout ce qui est embouteillé au Québec, comme tu dis, qui est un volume astronomique maintenant en passant, soit dit en passant, oui, il faudrait refaire des bouteilles qui sont produites ici en circuit court, en effet, puis qui sont bien conditionnées, bien réutilisées. Puis on serait surpris de l'impact économique que le système déploierait. Ben oui, puis les bouteilles légères de vin qu'on embouteille ici, d'où elles viennent, les bouteilles? Elles ne viennent pas du Canada. La plupart viennent de Chine aussi. Donc, là aussi, on... Oui, malgré que la Chine, c'est étonnant, Karel, parce que, tu sais, c'est l'Europe vraiment qui est le cheval. Parce que moi, je suis dans la distribution d'emballage. Puis, tu sais, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de vignobles au Québec et au Canada qui utilisent la chinoise. Honnêtement, tu serais surpris. Mais la bouteille qu'on embouteille chez les 4 embouteilleurs au Québec là, de vin... Il n'y a pas de Chinois vraiment beaucoup. Actuellement, ils font affaire avec Veralia France énormément et OI Canada. Donc, qu'est-ce que tu as dit tantôt? Dans le fond, Karel, la bouteille que tu as le bouchon vissable avec la jupe vissable ROPP qu'on dit en aluminium ou en métal, elle, en fait, elle est produite en majorité, ce que vous voyez à la SAQ est produite au Québec. Okay? Avec des bouteilles locales, canadiennes, produites chez ON Illinois. Tu vois, ça a changé. Merci de mettre à jour mon information. Je vais arrêter de dire des bêtises. Merci. Non, mais c'est pas des bêtises, c'est que c'est pas mal. Avant, c'était ça. On parlait d'Italie, on parlait même d'Amérique du Sud. Exact. On parlait de Chine. Tout ce qui est liège, en effet, qui est... Ben oui, un petit volume maintenant espagnol, portugais, tout qui arrive en ROPP Cap. Mais tu sais, en général, tout ce qui est liège, en effet, ne vient pas du Québec ou du Canada, va venir d'ailleurs dans le monde. Mais surtout d'Europe, étonnamment. La Chine n'a pas une super expérience au niveau du vin, je trouve. Oui, il y a eu des distributeurs qui ont essayé de vendre de la bouteille chinoise. Mais actuellement, les producteurs de vin au Québec sont peut-être ont un pourcentage encore de contingents, là, de fournisseurs contingents pour la Chine. Mais leurs fournisseurs vraiment majeurs, c'est encore les fabricants européens et américains, nord-américains, bref, pour ça. Mais c'est des modèles et couleurs différentes, vois-tu? Bon, c'est moins pire que la Chine, mais c'est la solution optimale, c'est que ça serait que tout soit fabriqué ici, localement, puis pour des contenants réutilisables si possible. En tout cas, pour le vin embouteillé au Québec. Ah, je suis tout à fait d'accord. Alors, ben merci. Ça a été un énorme plaisir. Ce qu'on peut retenir de ça, finalement, c'est qu'il faut revenir au positif un petit peu. C'est que là, on a tous les paramètres un peu qui sont établis pour avoir un système du futur. Maintenant, restera à savoir s'ils vont faire un peu de place aussi à l'innovation et à d'autres compagnies hors de leur petite communauté, on va le dire comme ça. Mais sinon, bravo à la modernisation de la consigne. Puis on espère se reparler prochainement ou dans les prochains mois ou années et en se disant qu'on a eu des belles petites victoires une à une. Ben, on se le souhaite. Ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis on peut se doter du meilleur système de récupération au monde, au Québec. C'est-à-dire, je ne verrais pas pourquoi on passerait à côté. Si c'est juste parce qu'il y a des lobbies qui ne veulent pas se prendre en main, je trouve que ça serait vraiment, vraiment dommage. Lorsqu'on parle de volonté politique, la consigne est le meilleur exemple, selon moi, là, de la mise en application d'une volonté politique. On est allé de l'avant, on a fait beaucoup de belles réalisations, mais c'est pas fini. Il reste encore une autre phase à mettre de l'avant, et surtout les bouteilles de verre. Comme on en a parlé, là, c'est peut-être le gros morceau au niveau de la récupération et comment on récupère pour faire quoi par la suite. Il faudrait vraiment développer aussi les contenants en remplissage multiple de vin, les CRM.
Ça, pour moi, c'est vraiment super important. Et la consigne peut permettre ça. J'avais déjà dit que la consigne, tu sais, la collecte sélective, ça permet, pour le verre, ça ne permet pas le recyclage, ça permet juste la valorisation. La consigne permet le réemploi, le recyclage et la valorisation. Une fois qu'on récupère une bouteille par le biais d'un système de consigne, on peut faire ce qu'on veut. Du réemploi, du recyclage ou de la valorisation. Si on veut faire de la poudrette de verre, on peut le faire. Mais si avec le verre récupéré par la collecte sélective, on ne peut pas faire de réemploi, on ne peut pas faire de recyclage en verre, on peut juste faire de la valorisation. Donc, au niveau hiérarchique dans la loi Exactement. sur la qualité de l'environnement, la collecte sélective, c'est pas le bon système de récupération pour le verre. C'est vraiment la consigne. Puis la meilleure des choses encore, c'est d'arrêter de boire. La réduction à la source, mais on n'en est pas là. C'est vrai. Hey, merci beaucoup. En passant, tu nous as permis de mieux comprendre les enjeux profonds, surtout avec ton regard critique, tes connaissances précises, ton ouverture à la discussion avec nous. En fait, ça a été juste du bien, juste du bon, de la mélodie un petit peu à mes oreilles. En fait, je te souhaite que le meilleur, Karel. Puis j'espère qu'on va pouvoir peut-être collaborer parce que M. Bouteille, on espère être là longtemps. Puis en passant, on est là un peu pour représenter les producteurs. On est là pour aussi essayer de démocratiser un petit peu tout ça. Aujourd'hui, on parlait de la modernisation de la consigne, mais bientôt, on va parler du bac de recyclage. Bientôt, on va parler de l'eau au Québec. Bientôt, on va parler aussi des sacs réutilisables. On va parler des nouveaux emballages, des producteurs au Canada. Donc, plein de beaux sujets dans le monde de l'emballage, des producteurs. Donc, je vous invite les gens à suivre notre prochain segment qui s'en vient dans quelques instants. Merci, Karel. Merci, ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir.